Olagnier, entreprise de père en fils créée en 1969. C'est toujours cet état d'esprit qui anime depuis 50 ans cette entreprise familiale, car aujourd'hui, la troisième génération est en place. Actuellement, la société compte une vingtaine de salariés avec une forte présence sur le marché de l'électricité et la climatisation. Grâce à son expérience et son implantation sur la ville de Nîmes, l'entreprise Olagnier est un atout majeur dans son secteur géographique. Mon moi ce héros, Franck Alexandre, d'une montagne à l'autre, l'homme a voyagé. Les années ont passé, sportif de haut niveau, il s'est challengé au contact des plus grands, affecté aux renseignements généraux, au cœur des enquêtes, il a sondé l'âme humaine. Le chef d'entreprise, devenu aujourd'hui coach formateur, président de société, Franck Alexandre, vous transmet ses secrets pour délivrer votre puissance intérieure. Retrouvez ce roman chez Nombre 7 Éditions, puis chez Amazon et à la FNAC. Bonjour monsieur, Soyez le bienvenu dans l'émission Tête à Tête. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Merci une nouvelle fois de prendre un petit peu de votre temps à suivre nos émissions. Sous l'œil de Benjamin Baron, dit Bébé, le Baron, à la vision, et avec Michel Montaigne, notre caricaturiste, et France Pellicano à la communication de cette émission. Amélie Paillet est absente aujourd'hui, notre maquilleuse, et nous avons une pensée pour elle. Nous sommes toujours au restaurant Le W chez Alain Moulin. Pour la prochaine émission, nous recevrons Karine Wincher de la France Insoumise, numéro 4 de la liste de Daniel Richard, soutenue par Europe Écologie des Verts. Je vais de ce pas en le retirer mon écharpe et retrouver notre invité, Olivier Jalaguier, qui aura beaucoup à nous dire. A tout de suite. Il faut toujours viser la lune, car même en cas d'échec, on atterrit dans les étoiles. Oscar Wilde. Bonjour Olivier Jalaguier, merci d'avoir accepté l'invitation de Tête à Tête. Bonjour Patrick, merci de ton invitation. Avec grand plaisir. Je vais avoir certainement beaucoup de choses à nous dire. Donc il y a des limites en politique. Par exemple, sur le plan national, nous avons l'affaire Griveaux sur la vidéo de sexe, et à Nîmes, l'affaire Olivier Jalaguier. Rassure-moi, il n'y a pas de caractère, ce n'est pas un caractère sexuel. Pas en ce qui me concerne. En revanche, je ne peux pas nier qu'il n'y ait pas un peu d'excès de testostérone dans ceux qui me veulent des misères. On sort un peu de la cour de récréation, quoi. C'est celui qui aura la plus grosse, je crois. Donc s'il y a un caractère sexuel, il pourrait se trouver là. Mais c'est souvent le cas de la politique. Ah, on en parlera peut-être tout à l'heure, tout au long de cette émission. Alors ta présence dans l'émission suscite bien sûr, de la part des internautes, bon nombre de questions. Mais nous y reviendrons à mi-parcours de cette émission. Alors peut-on avoir des amis en politique, justement ? On peut avoir des amis partout, donc pourquoi pas en politique. Après, on peut surtout se faire des ennemis, la preuve. Je crois que, comment dire, les partis politiques ne sont pas des clubs de rencontres. Il y en a beaucoup qui devraient méditer cette phrase-là, parce que c'est une réalité. Et aujourd'hui, les clubs politiques sont devenus... Les clubs, c'est un lapsus révélateur. Les partis politiques sont le plus souvent des clubs de rencontres où on ne trouve peu d'idées, peu de réflexion, peu de travail. Pour ne pas dire pas du tout, hein, je dis peu. Et en revanche, où c'est beaucoup des clubs de rencontres, ça me fait penser un petit peu, tu te rappelles, à l'époque des rallyes, où les familles faisaient des rallyes pour que les enfants se rencontrent. Eh ben, ça me fait un peu penser à ça aujourd'hui, les partis politiques. Et il n'y a qu'à voir certaines listes, d'ailleurs, qui se sont constitués au municipal là pour cette élection, on a l'impression que c'est les enfants des familles des rallyes qui se reconstituent, quoi. Voilà, c'est un petit peu l'entre-soi dont il faut sortir, parce que la politique c'est pas ça. Enfin, en tout cas, c'est pas ma conception. Moi, je fais la part des choses entre, je crois qu'on avait déjà eu l'occasion d'en parler, mais entre l'élu et le politique. Aujourd'hui, il y a très peu de politique, parce que je vois très peu de propositions politique pour faire avancer les choses, changer radicalement les choses. J'entends certains candidats, on en parlera peut-être tout à l'heure, qui font de la politique, et qui ne sont pas élus d'ailleurs, pour la plupart. Je pense en faire partie. Et puis, il y a ceux qui sont élus, qui n'ont jamais avancé une seule idée, parfois même des gens qui sont élus depuis 19 ans. D'accord. Alors parle-nous un petit peu de cette fiabilité des sondages. Yvan Lachaud n'était pas dans le trio gagnant, selon eux. Est-ce qu'il va y avoir, à ton avis, un autre sondage qui va sortir avant les élections ?
Alors, moi j'ai une position assez claire là-dessus sur les sondages. Les sondages, tu l'auras noté, sont tous faits par des groupes de presse, que ce soit Objectif Gare, France Bleu, La Gazette, Midi Libre, en cours. C'est que les médias qui font les sondages. Si on peut prendre 2 minutes, je peux expliquer. C'est aussi mon métier. Vas-y, Alors je explique-toi. vais t'expliquer ça. En fait, moi je ne fais pas la promo des groupes de presse. Je ne suis pas payé pour ça. S'ils me le demandent, parce que c'est mon métier, ils peuvent me payer, je ferai la promo des groupes de presse. Là, en l'occurrence, ce n'est pas le cas. Je vais vous résumer la situation d'un groupe de presse. Un groupe de presse, c'est une entreprise. Il y a une vocation économique. L'objectif du sondage, c'est quoi? C'est faire le buzz pour vendre le plus de papier possible. On est bien d'accord là-dessus. Voilà. Papier au sens large, puisque France Bleu, ce n'est pas le cas. France Bleu ne vend pas du papier. France Bleu, en plus, et radio, enfin, entre guillemets, d'État, donc Radio d'État. et financé par l'argent public. Donc ils ont moins une vocation commerciale. Mais néanmoins, ils ont la vocation de faire du buzz. On est d'accord. Tous, donc, que ce soit Gazette, Objectif Gare, Midi Libre et France Bleu. Quand on achète un sondage, qu'est-ce qu'on achète? Moi, je travaille tous les instituts de sondage en France, pour plein de candidats partout, pour des industriels aussi. L'industriel qui fait un sondage, qui teste un produit, qui teste une idée, il demande le résultat le plus fin possible, le plus fiable possible. Parce que demain, il ne veut pas se planter, il joue avec son argent. Là, ce n'est pas du tout l'objectif, la feuille de route du média. Le média, lui, ce qu'il veut, c'est d'avoir un sondage, de pouvoir annoncer demain ou après-demain qui va gagner, qui peut être second, les alliances possibles, c'est tout. Voilà. Et de dire, c'est officiel, c'est un tel ou un tel qui a fait le sondage, Ipsos ou je ne sais quoi. Voilà. Ça donne une garantie de crédibilité. Mais après, l'institut de sondage, c'est comme le concessionnaire automobile. Il a toutes les voitures possibles à vous proposer. Il a la petite berline pour faire ses courses, pour que maman fasse ses courses en centre-ville le samedi. Et puis il a ici le gros 4x4 pour monter à la montagne. C'est pas le même prix. Tout dépend de ce qu'on veut mettre et l'objectif. Et là, aujourd'hui, on a des sondages, c'est la critique que je fais, critique majoritaire. Peu importe les résultats des sondages, on peut en parler tout à l'heure. Et la question qui manque dans tous ces sondages, c'est la fiabilité du vote. Elle est essentielle. Alors, un peu moins maintenant, quoique, mais elle est encore plus essentielle au premier sondage qu'on a vu précédemment, la fiabilité du vote. Votre certitude de voter à 100% pour un tel ou un tel. Cette question n'est pas posée et elle est essentielle. Parce qu'aujourd'hui, même encore, il y a beaucoup de gens qui sont dans l'incapacité de savoir pour qui ils vont voter et ça fausse tous les sondages. Ça fausse tous les sondages, mais ça façonne les esprits. Et ça, c'est la limite, à mon sens, entre l'information et la communication, pour pas dire manipulation. Bon, allez, nous allons entrer dans le vif du sujet, si tu me le permets. Tu as dit, je suis inéligible selon la préfecture du Gard. Tu as été contraint de retirer de ta liste, de la liste ni même mieux. La préfecture a-t-elle été trop pointilleuse ou bien l'a-t-on incité à être trop pointilleuse? Je ne tirerai pas des jugements hâtifs parce que les mots sont importants, sont lourds. J'ai mon idée sur la question. Je n'ai pas de certitude. Enfin, j'ai une certitude que je suis éligible, parfaitement éligible. Ce qui s'est passé est quasi unique en France. C'est un sale coup qui m'est porté, très clairement. Le premier qui est en ligne pour me porter ce coup, je ne peux faire que le constat qu'on fait tous. C'est le préfet qui m'annonce ça, donc c'est le préfet qui me porte ce coup. Après, pour quelles raisons les porte-t-il? Lui dit, c'est mes services qui ont dit que, ok, c'est services. Il dit, le ministère de l'Intérieur a confirmé que, ok, très bien. Sauf que toutes les personnes de droit les plus pointues en France sur le droit électoral sont unanimes. Je suis parfaitement éligible. J'ai encore la confirmation ce week-end de 4 magistrats parisiens qui confirment exactement la même chose. Ils ne se connaissent pas, ils en reviennent tous aux mêmes conclusions. Et pourquoi avoir jeté l'éponge alors? Pourquoi ne pas être allé plus loin et justement demander ce recours? Alors, pour la simple raison, moi je l'ai toujours dit, tu sais mon combat depuis plus de 2 ans maintenant. Moi je me suis engagé avec Magnanime, j'ai créé ce groupe de réflexion.
et il est inscrit très clairement sur Magnanime que le projet est supérieur aux hommes qui les portent. Là, moi, aujourd'hui, j'ai réussi avec, et c'était l'objectif qu'on s'était fixé, de faire porter le projet Magnanime par un des candidats qui correspondait à nos valeurs. Alors, au début, c'était avec, tu souhaitais avoir cette investiture ou cet appui de La République En Marche. Non. Au début de Magnanime, la première, c'est écrit sur notre charte depuis le début. Le projet doit être porté par quelqu'un qui correspond à nos valeurs. Soit quelqu'un de l'intérieur, donc ça a été moi à un moment donné, soit quelqu'un parmi les candidats qui peut porter tout ou partie du projet. Aujourd'hui, Yvan Lachaud porte notre projet. La liste Nîmes en mieux porte notre projet. C'est ça le but initial et c'est ça la volonté d'aller jusqu'au bout. Si demain j'avais été au référé, sans parler des pressions politiques de l'instant que personne n'ignore, et de la proximité physique entre la préfecture et le tribunal administratif à Nîmes, au-delà de ça, quand on va en justice, même si on a le droit avec soi, il y a toujours le risque de l'échec. Mais au-delà de l'échec, que je gagne ou que je perde, on aurait passé 8 jours, à parler que de ça. Et nous, on est dans le projet, on est sur le terrain, on vend le projet. Et c'est tout l'objectif de... Et moi, ma vocation, c'est encore une fois faire triompher le projet et pas défendre l'intérêt particulier d'Olivier Jalaguier. Donc, effectivement, il était donc préférable que tu jettes l'éponge afin que la liste Yvan Lachaud puisse être crédible. Ah ben, crédible, je te laisse le soin du mot, mais non. La crédibilité... la question de la crédibilité, elle n'est pas de mon enlèvement, parce que... non, mais disons que c'est quelqu'un qui est bien pas crédible, c'est ce qui a pris décision. Pour que ça ne pose pas un souci, que tu restes sur l'analyse d'Yvan Lachaud, que ça ne pose pas un problème de crédibilité, justement. Il y avait toujours cet aspect. Non, mais il faut bien comprendre qu'il n'y a pas de... J'avais pas le choix de rester. Le seul choix que j'avais de rester, c'était de faire le référé. Je viens de t'expliquer les raisons pour lesquelles j'ai fait ce choix de ne pas le faire, et ce choix tout seul, en conscience. En revanche, rester sur la liste m'est interdit. C'est pas moi qui me retire. C'est le préfet qui m'interdit de figurer. C'est la différence. La nuance est immense. Et il y a même, au-delà de la qualification d'entrepreneur, le service communal ou pas, sur lequel on se bat, au-delà de ça, il y a des juristes de haut niveau qui remettent en cause le choix même que le préfet puisse s'interposer à ma présence sur la liste. Pour certains, je dis bien pour certains, je ne veux pas être catégorique, mais pour certains, nombreux, je pouvais figurer sur la liste tout en étant avec son point d'interrogation, de non-éligibilité. Et ça me concernait moi seul, après les élections, et tranché en tant que tel. Là, on le fait avant, donc je dis, l'acteur principal est devenu, de fait, acteur dans les élections, quoi. Voilà. Bon, alors comme je le disais précédemment, ta venue dans l'émission suscite un grand intérêt sur les réseaux sociaux. Important, parce que tu as lu et tu as bien raison. Je te livre tel quel quelques questions des internautes qui m'ont demandé de te la poser. Alors, voilà, première question. Ce monsieur a probablement été dénoncé à la préfecture par d'anciens amis. Certes, cela étant de ne pas avoir eu conscience des inéligibilités prévues par le code électoral. Ben non, ça je balaye. Frôle l'amateurisme. Oui, c'est... Vous savez, Patrick, quand on fait rien, on risque rien. Ben oui, et on critique toujours ceux qui font. Je fais partie, je crois, de ceux qui font. Et de ceux qui font, qui proposent et qui font un peu bouger les choses, qui essaient en tout cas. Je peux te dire que les avocats qui ont rédigé le mémoire et la note que le préfet a reçue, les éléments qu'il a reçus très précis de droit, ces éléments-là, je les ai demandés il y a plusieurs mois, bien avant d'être candidat. Je savais que demain, on pourrait m'opposer le fait que je travaille avec la ville de Nîmes, même si je m'oppose aujourd'hui avec l'équipe qui gère la ville, que demain on pourrait m'opposer ça. On pourrait. Donc j'ai questionné, et ça a été sans ambiguïté, la preuve, les avocats sont tous formels et les magistrats encore ce week-end.
Donc dès lors, quand on vous dit mais non, c'est bon, tu peux le faire, c'est pas de l'amateurisme ça. L'amateurisme, il est de ne pas revoir sa position quand il y a deux partis qui, comme ça, au vu des mêmes éléments, parce que maintenant ils ont tous les mêmes éléments, au vu des mêmes éléments, ont des décisions aussi tranchées. Je ne comprends pas comment on peut avoir une décision aussi ferme, renouvelée, alors que, visiblement, il y a matière à débat très largement. Bien, une autre question. Comment M. Jalaguier, si critique et acerbe publiquement envers l'action ou l'inaction de M. Lachaud pendant des années, est-il venu à le soutenir? Alors, plusieurs choses à dire là-dessus. La question est assez... Non, mais au contraire, elle m'est souvent posée. Elle m'est souvent posée, et c'est l'occasion pour moi justement d'expliquer ce qu'on a fait. D'abord, il faut bien comprendre que Olivier Jalaguier, il est ce qu'il est, mais Olivier Jalaguier, il y a aussi un conseil d'administration magnanime. On était 13 personnes dans le conseil, on est toujours d'ailleurs 13 personnes dans le conseil d'administration magnanime, et que les décisions se sont toujours passées à l'unanimité, tout le temps. Le choix d'aller avec Yvan Lachaud a été posé à chacun des membres de Magnanime. D'ailleurs, je fais une petite parenthèse, dans le conseil d'administration, il y a M. Alim Belhadj, qui est mon ami, et qui est aujourd'hui, qui a fait le choix, et il l'a clairement dit depuis le début, qui faisait le choix de Jean-Paul Fournier. Voilà. Et ça ne change rien. Il est toujours dans le conseil d'administration. Mais bien entendu, bien entendu. Alors, moi, quand Magnanime, quand le conseil d'administration me mandate pour aller négocier avec Jean-Paul Fournier ou Yvan Lachaud, en septembre ou octobre, je reçois une fin de non-recevoir très claire de Jean-Paul Fournier. Yvan Lachaud, lui, est plutôt ouvert, mais attention, ouvert à la critique. Et c'est ça la différence. Parce que nous, on est là, le projet, il est là pour l'avenir. On ne parle pas du passé. Mais pour parler de l'avenir, il faut quand même regarder les erreurs du passé, quoi. Qu'on ait un regard critique sur le passé. Moi, ce que je vois de l'équipe Jean-Paul Fournier, aujourd'hui, il n'y a aucun regard critique sur le passé. Eux ne voient qu'un bilan super favorable. J'ai rencontré, moi, Yvan Lachaud, qui déjà, je lui ai formulé toutes les critiques que j'ai pu formuler depuis des mois à son endroit et à l'endroit de l'activité de Nîmes Métropole. Je rappelle le moratoire sur la gare de Magna Porta. Pour mémoire, j'en ai encore parlé lors du direct Facebook que je fais tous les dimanches avec Nîmes en mieux. J'ai reparlé du moratoire de Magnanime sur la gare de Manduel. C'est quand même une œuvre de... Voilà. On a parlé du marché de l'eau, on a parlé de plein de sujets de la gare Magna Porta telle qu'elle est gérée aujourd'hui. Il y a plein de choses sur lesquelles je lui ai fait part de mes désaccords. Il a ses arguments aussi. Olivier Jalaguier, il n'a pas la science infuse. Hein. On a nos façons de voir, il a ses arguments, on a échangé, c'était parfois houleux, mais quand on a parlé de l'avenir, eh ben là on est d'accord. Là on est d'accord sur 90% des sujets. Alors je suis désolé, l'université, la recherche a été abandonnée depuis 20 ans. Il faut relancer ça. L'économie et le parent pauvre, il faut relancer ça. C'est la mère des batailles pour régler les problèmes de ces territoires. Voilà, aujourd'hui, il y a une vraie volonté d'aller dans le même sens. Je crois qu'on a un développement économique associé à une vraie prise en compte de l'environnement. Notre programme est très vert. Tu peux regarder à travers toutes les rubriques. C'est pas juste une page environnement. On a vraiment le développement durable est présent dans tous les segments. Comme tous les candidats en règle générale. Non. Vraiment, on a un programme qui est très vert. Et tous les candidats, quand Jean-Paul Fournier dit c'est vrai que l'environnement c'est un petit peu à la mode. Alors là, non, je ne m'inscris pas du tout là-dedans. C'est pas du tout un effet de mode. C'est une nécessité absolue et c'est une opportunité de développement économique. Et dans toutes nos strates, que ce soit développement économique, enjeux sociaux, formation, on est vraiment dans cette prise en compte essentielle du développement durable. Bien. Alors, et ça sera ma dernière question des internautes que l'on me livre. Vous voyez, messieurs, que je pose les questions que vous me proposez, tout simplement. Alors, compte-t-il rembourser les cotisations des adhérents de Magnanime qui seraient résolument contre cette orientation? Alors, très clairement, encore, si quelques-uns voulaient qu'on les rembourse, écoutez, qui m'envoient, je n'ai pas reçu de missive à la matière, mais
Donc tu voulais dire que tu avais fait des déçus quand même. Mais non. Alors, ça c'est autre chose. Et Non mais ça c'est autre chose. Faire des déçus, faire des ravis, ça arrive tout le temps. Chaque fois qu'on prend une décision, on ne contacte jamais personne. Décider, c'est choisir. Mais je pense que quand il y a un patron, le patron prend des décisions qui ne font pas plaisir à tout le monde. Exactement. Ce qui est bon, c'est de savoir pourquoi on dit non. C'est tellement facile de dire oui à tout le monde. C'est pas ma nature. Moi, quand je dis non, j'explique pourquoi. Les choix qu'on a fait avec Magnanime, ils sont très clairs. Encore une fois, c'est noté dans nos statuts. La première des lignes, c'est le projet est supérieur aux hommes qui les portent. Je me l'applique à moi-même. Je me trouve en conflit, en interdiction avec le préfet, plutôt que d'aller au conflit, de pénaliser la réussite du projet par l'élection de Niman-Mieux, c'est bien ça l'objectif, je fais le choix de mon retrait. Tu n'as pas reçu. Je fais bien donc le choix du projet Magnanime. Tu n'as pas eu de pression de la part d'Yvan Lachaud pour justement retirer, de ne pas prolonger et de ne pas demander d'aller à l'encontre du préfet. On ne t'a pas dit non, il faut que tu arrêtes, laisse tomber. Alors très clairement, Yvan Lachaud a été très clair depuis la première heure. Cette décision t'appartient et on agira en conséquence de ta décision. Depuis le début, et ça a été totalement transparent. J'ai pris ma décision, je peux te le dire, dans les quasiment les dernières heures avant de pouvoir poser un référé, parce que c'est vrai que mais il était clair pour moi que je ne voulais pas. Moi, je ne vis pas de politique. Je ne vis pas de politique. Je fais de la politique. Je ne vis pas de politique. Mes mandats sont consulaires, tu le sais, donc non rémunérés. Et l'engagement que je fais, il est totalement bénévole aujourd'hui. Et je garde ma bataille pour l'intérêt général et pour ce territoire. Parfait. Alors, que penses-tu? Cette question est importante. Que penses-tu de cette indiscrétion d'Objectif Gard ce dimanche, laissant sous-entendre qu'un rapprochement Lachaud-Fournier était en cours, alors qu'on a écouté, alors que Gilles Ridel, toujours sur la liste de Yvan Lachaud, est partisan d'un grand rassemblement des centristes et de la droite. Alors, contrairement à Yvan Lachaud, qui lui ne souhaite pas s'unir à Jean-Paul Fournier, Thierry Procida serait-il le seul capable de rassembler Jean-Paul Fournier et Yvan Lachaud? Donc le rôle important de Thierry Procida, qui t'a remplacé sur l'ordre chronologique des élus. Là, on est dans la réelle politique. Là, on y est, là. Hein. Le sac de nœuds. On y est, là. Ça ne te dérange pas, cette question? Non, elle ne me dérange pas, mais c'est la réalité de la politique d'aujourd'hui. Voilà, est-ce que ça intéresse les Limois, ces cuisines internes? Voilà. C'est pour ça aussi, le raisonnement en retrait, c'est aussi ça. Franchement, est-ce que c'est pas le projet qui intéresse le plus? Est-ce que c'est pas de savoir comment Nîmes va demain pouvoir répondre? On a vécu, alors on est aujourd'hui jeudi, mais comment on a pu répondre ce lundi à l'excès de température qu'on a vécu, un lundi exceptionnel, hors norme. Ce dérèglement climatique nous affecte. C'est ça, quelles sont les clés demain pour que... Et tu sais, c'est quand même plus facile de vivre dans un logement aisé quand on est riche. Quand on est moins fortuné, on vit un peu plus l'enfer quand le climat se dérègle. Eh bien, il y a des milliers de gens à Nîmes qui vivent cet enfer, qui vont le vivre de plus en plus. Et nous, politiques, on doit apporter des solutions à ça. C'est ça l'enjeu. Tu ne réponds pas de savoir qui est dans les cuisines. Tu ne réponds pas à ma question. Thierry Procida serait-il le seul capable de rassembler Jean-Paul Fournier et Yvan Lachaud? Mais c'est un combat d'arrière-garde. D'abord, je pense qu'Yvan Lachaud a très clairement répondu, il n'est pas question de rassemblement, parce qu'il n'est plus question... Moi, j'ai longtemps milité pour ça, c'est mon combat, il est du projet, encore une fois, et de rassembler les hommes à travers le projet. Je pense qu'aujourd'hui, c'est plus possible, en tout cas, de rapprocher sur une même liste Yvan Lachaud et Jean-Paul Fournier, et c'est même pas souhaitable. C'est même pas souhaitable. Les Limois ont vu, serait un carnage électoral, on est bien d'accord. Ouais, alors après, que leur... enfants spirituels demain se rapprochent, pourquoi pas. Mais tant que l'un et l'autre seront là, ce n'est pas possible. Les conférences de presse successives qu'ont accordées Yvan Lachaud, par exemple, disait moi je suis ouvert à tout le monde, sauf à l'extrême droite. Ça c'était clair. Bon, on
on a pensé qu'il pouvait s'allier avec Daniel Richard, mais ce matin, j'ai vu une avalanche de postes en disant il en est hors de question. Mais c'est la politique, c'est normal. Dans tout rapprochement, dans tous les rapprochements possibles, là je parle pas pour celui-là en particulier, mais il y a toujours des candidats sur une liste qui sont contre le fait de se rapprocher avec un tel ou tel, c'est l'histoire politique. Après, si vous posez la question, j'imagine, au colistier d'Yvan Lachaud aujourd'hui, vous en trouverez beaucoup qui vous diront il est hors de question de s'associer avec la France insoumise. Voilà, mais bon, il y a les volontés, puis après il y a la réalité politique le soir de l'élection. Yvan Lachaud a dit je ferai tout pour que Jean-Paul Fournier soit battu. Donc, alors je ne sais pas s'il a dit ça, moi j'ai ah oui, je pense qu'en tout cas, si. moi je dis pas, enfin, j'aime pas parler des gens, encore une fois je parle du projet, je pense que cette ville a nécessité à tourner une page et à prendre un nouveau virage. Depuis le début, je l'ai dit, Jean-Paul Fournier a fait beaucoup pour ce territoire. Il est temps d'écrire une autre page. Je l'ai dit à Jean-Paul Fournier dans son bureau à 3 reprises. Qu'on me rende grâce là-dessus. J'ai dit les 3 dernières fois que je l'ai rencontré, j'ai dit Jean-Paul, pour moi, c'est le combat de trop. Tu devrais t'arrêter là, tu sortiras avec les honneurs. Et ce combat risque d'être compliqué, même en cas de victoire. Bien. Donc je réaffirme mon propos. D'accord. Alors, de plus, tu n'étais sûrement plus en odeur de sainteté, ne serait-ce qu'après les fameuses législatives, puisque Jean-Paul Fournier ne t'a pas donné l'investiture LR. Non, non. Ça ne s'est pas passé comme ça. Alors, ça c'est... Pourquoi je suis plus républicain? C'est pas parce qu'il y avait des brouilles locales. Après ça, c'est la cuisine interne. Pourquoi j'ai pas eu l'investiture législative? Parce qu'il y avait une nécessité de parité, il fallait mettre une femme plutôt qu'un homme, parce qu'il y avait trop d'hommes. Voilà. Ça s'est joué. Mais peu importe ce détail-là, moi, aux Républicains, j'ai fait quand même mon travail, j'ai mené des campagnes, j'ai dirigé la campagne départementale, avec un succès relatif, parce qu'on n'a pas gagné jusqu'au bout, mais on a quand même fait beaucoup de candidats, beaucoup plus qu'avant. Les Républicains, je suis simplement parti parce que je trouvais à un moment donné que ce parti, l'évolution de ce parti, depuis la victoire en primaire de Fillon, qui n'était pas mon candidat à la base, moi je respectais le parti, donc Fillon candidat, j'ai fait campagne pour Fillon, il y a la bataille interne, Wauquiez qui arrive, c'est plus ma tasse de thé. Moi, les orientations de ce parti ne me conviennent plus. Les idées véhiculées par ce parti ne me conviennent plus. Dès lors, j'ai pris mes responsabilités. Vous savez, on me pose souvent, on me dit, la fidélité, c'est important en politique. Écoutez-moi, la fidélité, c'est important dans les églises, dans les mosquées, dans les synagogues. Non, mais la fidélité, c'est pour les fidèles. Et les fidèles, ils sont dans les mosquées, dans les synagogues, voilà. Mais, donc, il n'y a pas de fidélité non, mais la fidélité en un Dieu, en son Dieu. Moi, je suis fidèle à mon Dieu. C'est la première des choses. Je suis fidèle à mes enfants. Je suis fidèle à mes idées. Mais je ne suis pas fidèle à un responsable de parti, parce que je ne sais pas qui c'est, moi, le responsable de parti. Si ses idées collent avec les miennes, je serai fidèle à ses idées. Mais dès lors que des idées changent et que les responsables de parti changent et que les idées ne me conviennent pas, j'ai aucune raison d'être fidèle à ces idées-là. C'est important, cette notion-là. Il faut vraiment... C'est pas du détail. Moi, quand je me regarde dans un miroir, je suis tranquille avec ma conscience. Je n'ai pas varié d'un pouce. J'en vois qui sont fidèles à des chefs qui sont à géométrie totalement opposée. Comment c'est possible? Comment c'est possible? Comment c'est possible d'être fidèle un jour à Alain Juppé et d'être fidèle quelques mois après à Wauquiez? Wauquiez qui était quand même à la droite de la droite, rappelons-le quand même. C'est pour ça. Il y a quand même un pas béant. Moi, je vais vous dire, j'ai été, à l'époque, je n'étais pas républicain, mais RPR, parce que depuis 97, j'ai pris ma carte au RPR au départ, puis UMP et républicain. Donc j'ai fait quand même un bon bout de chemin dans ce parti-là. Avant de l'être, j'étais radical valoisien. J'étais un jeune radical valoisien, ni moi, engagé. Et j'avais pris position, non pas pour Jean Bousquet,
mais pour Camille Lapierre. Et je n'avais pas pris position, à la même époque, il y avait les présidentielles, non pas pour Balladur, qui était le candidat officiel, mais pour Jacques Chirac, qui était au plus bas dans les sondages. Parce que ça correspondait à mes idées, tout simplement. Tout simplement. J'essaie, autant que faire se peut, d'avoir une réflexion politique et des idées, et de mettre en phase l'un et l'autre. Oui, avec Balladur, on peut parler de fidélité, par contre, parce que ce qui s'est passé voilà, donc bien. Aujourd'hui, voilà. Ça tourne, ça va vite. Ça va vite, et j'ai 2-3 questions encore. Bon, quels sont tes projets maintenant? Tu es toujours actif politiquement, et notamment sur les réseaux sociaux. C'est important, les réseaux sociaux. Oui, que vas-tu devenir maintenant? Je continue. Alors, déjà, depuis les événements de la semaine dernière dont on a suffisamment parlé, je suis porte-parole du projet dans l'équipe Nîmes Mieux, puisque ce projet, j'ai largement contribué, donc je porte la parole du projet, ce que je viens de faire il y a quelques minutes. Je suis co-directeur de campagne, donc on amène cette liste au mieux de ses possibilités, devant les Nîmois, et puis on verra le 15 mars si le message est passé et si les Nîmois nous font confiance sur ce projet-là. Après, l'avenir, l'avenir Magnanime existe toujours. Voilà, Magnanime est un groupe de réflexion qui continuera à exister, qui s'est bien implanté, me semble-t-il. On a notre vraie réflexion. Après, mon combat, je ne sais pas si tu as d'autres questions. Mais... Non, j'en avais d'autres, mais on aura plus le temps. Mon combat aujourd'hui, c'est surtout de laver mon honneur. Inutile de dire que j'étais profondément blessé par les coups qui m'ont été portés. J'ai de bonnes raisons de penser qu'il y a une main qui a guidé ou orienté la décision du préfet. Je suis bien décidé, déterminé à rentrer dans mon droit et à faire valoir mes droits là-dessus. Donc il y aura une suite. Une main plutôt de ton camp ou Non, je ne rentre pas dans ce débat-là. Parce que c'est comme les petits crimes d'Agatha Christie. Il y a 1000 personnes qui ont des raisons de vouloir t'assassiner. Tu comprends que je te pose la question? Moi, je veux juste dire une chose. Oui. Je veux juste dire une chose. On me reproche et on m'interdit le scrutin. Je suis un homme libre, avec un casier judiciaire parfaitement vierge. Je suis un chef d'entreprise installé depuis plus de 25 ans sur Nîmes qui crée de l'emploi. Je ne suis pas un citoyen supérieur, je suis un citoyen normal. Aujourd'hui, en me disant, parce que tu travailles avec, notamment, tu as un client parmi les clients, oui, un client qui s'appelle la ville de Nîmes, qui est un marché public, tu n'as pas le droit de te présenter aux élections. Je n'ai pas le droit. Le droit, c'est important le sens. Tu n'as pas le droit. Je suis un sous-citoyen. Je n'ai pas les mêmes droits qu'un citoyen normal. Mais quand on a fait cette remarque-là, il faut aussi rajouter. Je prends l'exemple, et je ne lui en veux pas, mais je prends l'exemple parce qu'il est très significatif. M. Balkany, le maire de Levallois-Perret, aujourd'hui condamné à 2 reprises et incarcéré. Alors il est sorti là, il est sorti pour des raisons médicales, mais il est incarcéré, il était condamné à une lourde peine de prison. Il a fait appel de sa décision. Eh bien, l'appel de sa décision rend suspensive son inéligibilité. C'est-à-dire que du fond de sa cellule, M. Balkany, comme d'autres, c'est pas... M. Balkany, lui, peut se présenter aux élections. C'est pas fini. J'ai en face de moi, et c'est pas un reproche non plus, c'est juste un constat factuel. Le maire de Nîmes a été condamné pour prise illégale d'intérêt. Et je sais dans quelles circonstances. Mais c'est du factuel. Lui peut se présenter aux élections. Beaucoup de mes proches s'interrogent. Mais Franck Proust est 3 fois mis en examen. Oui, mais il est présumé innocent, je leur réponds. Oui, mais toi, Olivier, tu es présumé coupable, parce qu'on t'interdit de te présenter à l'élection. C'est ces réponses-là. C'est à ces réponses-là que j'attends des réponses de la préfecture. Parfait. Nous avons essayé de faire un tour complet, c'est pas évident, 35-40 minutes pratiquement. Merci, en tout cas, Olivier. Merci à toi, Patrick. D'être venu. Merci à toute l'équipe présente là. Merci. Non. Et si tu as un mot à délivrer au Nîmois, tu as un dernier mot, je t'en prie, tu as la parole. Un dernier mot. Non, c'est des périodes délicates qu'on vit quand on est
quand on est... j'ai pas fait de faute. Tu vois, et c'est... Tu parlais tout à l'heure de Griveaux. Bon, moi, franchement, étaler la vie personnelle des gens, je trouve ça un peu dégueulasse. Moi aussi. Mais vraiment plus que dégueulasse. Mais au-delà de ça, Benjamin Griveaux peut se dire au fond de lui, j'ai fait une connerie d'avoir fait cette vidéo. J'ai fait une connerie d'avoir fait cette vidéo. Après, les gens qui disent chacun sa vie privée, et voilà. Mais lui peut se dire, j'ai fait une connerie de faire cette vidéo. Moi, j'ai rien à me reprocher. J'ai rien à me reprocher, je me retrouve sur la touche. Nous l'avions bien compris. Voilà. Encore une fois, vraiment merci d'être venu, Olivier. Merci à Bébé, à Benjamin Baron. Merci à France, qui est responsable de la communication. Également à Michel Monteil. Amélie, tu n'as pas eu le plaisir de te faire maquiller par Amélie aujourd'hui parce qu'elle est absente. Tu reviendras. Moi, on m'a reproché, tiens, de t'avoir souvent invité. Mais enfin, c'est pas grave. On a beaucoup d'amis en politique. Oui. Quoi qu'il en soit, merci à toutes, merci à tous encore de votre fidélité. À très bientôt. Bye bye.